Alors parlons de la bataille de Zalaka, aussi connue sous le nom de Sagrajas. Ce n'est pas juste une bataille, non. C'est bien plus que ça. C'est une véritable démonstration de stratégie. Une victoire tellement totale qu'elle a été en quelque sorte remportée bien avant le premier choc des épées. C'est une histoire qui, d'après notre source, nous révèle ce qu'on pourrait appeler les gènes impériaux d'une nation. Comment est-ce possible? Comment une guerre peut-elle être gagnée avant même que le premier soldat ne charge? C'est vraiment la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va décortiquer cette bataille comme une sorte de puzzle pour vraiment saisir comment une victoire a pu être planifiée avec autant de minutie, au point d'en être presque prédéterminée. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte. On est au XIe siècle. La péninsule ibérique, à ce moment-là, c'est un véritable échiquier politique sous haute tension. D'un côté, on a une puissance chrétienne en pleine expansion, et de l'autre, les royaumes musulmans d'Andalousie, qui sont, eux, affaiblis, divisés. Les enjeux sont, on imagine bien, absolument énormes. Et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le choc des personnalités, le contraste entre les deux leaders. D'un côté, il y a Alphonse VI, au sommet de sa gloire, qui se voit déjà comme invincible. Et de l'autre, Youssef Ben Tachfine. Lui, c'est un leader qui vient du désert, dont la force repose sur toute autre chose. La patience, l'organisation, une stratégie hyper calculée. On a vraiment deux mondes, deux mentalités qui sont sur le point d'entrer en collision. La chute de Tolède en 1085, c'est un véritable électrochoc. Là, c'est la panique générale. Les rois des Taïfas, ces petits royaumes musulmans d'Andalousie, payaient déjà un lourd tribut à Alphonse juste pour survivre. Ils sentent bien que la fin est proche, que leur existence même est en jeu. Alors, dans un acte de désespoir, ils se tournent vers la grande puissance qui monte de l'autre côté du détroit, les Almoravides. Et c'est là que tout bascule. C'est là que la stratégie de Youssef Ben Tachfine commence vraiment à se mettre en place. Et attention, avant même de déplacer le moindre soldat, il lance sa première offensive. Une offensive purement psychologique. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que ce message n'a jamais été une vraie proposition. Pas du tout. C'était un appât. Ben Tachfine, grâce à un excellent réseau de renseignements, connaissait la psychologie de son adversaire sur le bout des doigts. Il savait pertinemment qu'Alphonse, avec son ego surdimensionné, ne pouvait réagir que d'une seule manière, par la colère. Et en faisant ça, il lui faisait perdre son principal avantage stratégique, son sang-froid. Et face aux railleries d'Alphonse, qui aurait ironisé sur la chaleur, la réponse de Ben Tachfine est elle est glaciale, elle est courte, et elle est d'une puissance incroyable. C'est le summum de la dissuasion. Il ne rentre pas dans le jeu des insultes, non. Il change complètement les règles du jeu. Il établit un nouveau rapport de force, juste par le silence et la promesse de l'action à venir. À ce moment-là, la guerre psychologique, elle est déjà gagnée. Ok, la guerre psychologique est gagnée. Passons maintenant au deuxième acte de cette stratégie, l'armement. Mais là encore, on ne parle pas simplement d'épées mieux affûtées ou de lances plus solides. Non, on parle d'armes qu'on pourrait qualifier de non conventionnelles, des armes conçues pour semer le chaos bien avant le premier contact physique. Alors, il faut essayer de se mettre à leur place. Imaginez la scène pour une armée européenne du XIe siècle. Des soldats qui, pour la plupart, n'ont jamais vu un chameau de leur vie et qui n'ont jamais entendu un son aussi assourdissant. C'est une véritable agression sensorielle. Et ce tableau y résume parfaitement le génie de cette approche. Parce que ces armes, elles n'étaient pas juste là pour impressionner. Elles avaient un double usage. Les tambours, par exemple, d'un côté, ils sèment la terreur et couvrent les ordres des Castillans, mais de l'autre, ils servent de système de communication pour coordonner les troupes almoravides. Pareil pour les chameaux. Ils font paniquer les chevaux ennemis et bloquent la vue, tout en formant un mur défensif mobile. Chaque élément est à la fois une arme offensive et un outil tactique. Donc, en combinant ces deux éléments, Youssef Ben Tachfine a tout simplement désarticulé la colonne vertébrale de l'armée castillane avant même le début du combat. La cavalerie lourde, qui était leur plus grand atout, devient complètement inutile avec des chevaux devenus incontrôlables. Le commandement, lui, est impossible à cause de ce vacarme assourdissant. L'ennemi se retrouve d'un coup aveugle, sourd et en pleine panique. Bon, maintenant que le terrain psychologique et sensoriel est prêt, voyons comment le piège militaire, le piège physique, s'est refermé sur le champ de bataille. Parce que ce n'était pas une simple charge frontale, loin de là. C'était une mécanique de précision, une véritable horlogerie. On assiste à une sorte de chorégraphie mortelle en 3 temps. D'abord, la première vague, les Andalous, qui servent d'appât. Ils encaissent le premier choc, ils fatiguent l'ennemi et l'attirent plus profondément dans le piège. Ensuite, deuxième temps, le marteau. Le gros des troupes almoravides, fraîches et disciplinées, frappe cet ennemi déjà épuisé. Et enfin, au moment où la confusion est totale, la troisième vague, le poignard.
Elle ne frappe pas la ligne de front, non, elle frappe le cerveau de l'armée. Et cette troisième vague, ce poignard, ce n'était pas n'importe quelle unité. C'était la réserve stratégique, l'atout maître de Ben Tachfine. Ces 4000 soldats d'élite, la fameuse Garde Noire. On peut vraiment les voir comme les forces spéciales de l'époque. Leur but, ce n'était pas d'affronter la cavalerie en face à face. Non, leur mission était de se faufiler, d'être rapides pour une frappe chirurgicale. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En attaquant le camp et en blessant le roi lui-même, ils n'ont pas seulement créé un chaos logistique, ils ont littéralement décapité le commandement et le moral de l'armée. À partir de là, la défaite était scellée. Alors, la bataille est gagnée. Mais ses conséquences vont bien au-delà. On va maintenant passer de l'impact immédiat de Zalaca à son héritage sur le long terme. Parce que cette bataille, elle n'a pas seulement sauvé l'Andalousie, elle a donné naissance à une nouvelle superpuissance. Pratiquement du jour au lendemain, tout l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée occidentale bascule. Le centre de gravité politique, militaire, se déplace à Marrakech. Et un immense empire, qui contrôle les deux rives du détroit de Gibraltar, vient de naître. Et pour bien comprendre ce nouvel empire, il y a un concept clé, la thalassocratie. En gros, c'est une puissance dont le pouvoir repose sur le contrôle de la mer. En tenant le détroit, le Maroc est devenu cette puissance. Il ne dominait plus seulement la terre, mais aussi la mer, qui était, à l'époque, l'autoroute du commerce et de la guerre. Mais attention, cette victoire et cet empire ne reposaient pas que sur la force militaire. Comme on le voit ici, c'était le résultat d'une combinaison de plusieurs piliers, un renseignement de pointe, une maîtrise totale de la guerre psychologique et bien sûr, un contrôle géopolitique des points de passage stratégiques. C'est tout ça à la fois. Et c'est ici que le passé rejoint le présent. L'argument de la source sur laquelle s'appuie cette analyse, c'est que cette approche si particulière, méthodique, qui utilise la diplomatie comme une norme, cette patience stratégique, eh bien tout ça ne s'est pas arrêté au XIe siècle. Cela constituerait une sorte d'héritage, un fil conducteur qu'on retrouverait dans la manière dont le Maroc aborde sa politique étrangère encore aujourd'hui. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question qui reste ouverte. Est-ce que les stratégies d'une bataille qui a eu lieu il y a près de 1000 ans peuvent vraiment définir la posture d'une nation moderne sur la scène mondiale ? Finalement, l'histoire n'est peut-être pas juste une suite d'événements passés. C'est peut-être un code, un ADN qui continue d'influencer le présent. Et la bataille de Zalaca, cette victoire remportée avant même d'avoir commencé, nous force à réfléchir sur ce qu'est vraiment le pouvoir et ce qu'est vraiment la stratégie.